9h07, nous sommes en direct donc sur Direct Marché. Je suis accompagné de Stéphane Cadieux, le directeur de la gestion de Fédéral Finance. Bonjour Stéphane. Bonjour Lucie. Les marchés ont commencé l'année bien difficile. On s'est fait très peur sur les marchés lundi, première séance de l'année. Et puis finalement, on a un peu retrouvé nos esprits. Finalement, on semble un petit peu se calmer. C'est vrai que la Chine ralentit, on le sait depuis longtemps qu'elle ralentit durablement. Et pourtant, à chaque fois qu'on a des nouvelles qui ne sont pas prévues, eh bien, les marchés réagissent de façon un peu épidermique. Comment est-ce que vous expliquez cette réaction qu'on a eue? Alors, effectivement, je trouvais la réaction de lundi assez exagérée. Et surtout, à mon avis, exagérée si on la considère uniquement en lien avec la publication de l'indicateur PMI qui était sorti dimanche. Et peut-être que d'ailleurs la raison, elle est finalement ailleurs que dans ce chiffre. Vous savez que les autorités chinoises qui avaient sorti toute une batterie de mesures restrictives suite à la crise du mois d'août ont depuis mi-décembre essayé d'en ressortir. Ils avaient donc notamment supprimé l'interdiction des ventes à découvert mi-décembre et il y avait une autre étape qui était le 8 janvier où l'interdiction faite aux gros actionnaires, enfin aux actionnaires qui détiennent plus de 5% d'une société cotée, de vendre leur titre, ils avaient l'interdiction et cette interdiction devait sauter le 8 janvier. Et je pense qu'il y a plutôt eu des phénomènes un peu techniques d'anticipation, et vous savez qu'il y a beaucoup de spéculation en Chine, de gens qui se sont positionnés assez à la vente sur ces dossiers-là avant des gros institutionnels. Et d'ailleurs, on a eu la réaction hier matin. Alors les marchés n'ont pas rebondi fortement pour autant, mais des autorités qui ont dit qu'elles pourraient remettre en cause finalement cette tombée du 8 janvier. Donc on voit que tout ça est relativement fragile, mais je pense que moi, cette baisse assez forte de lundi, je l'explique davantage sur des facteurs techniques que sur des facteurs conjoncturels, puisqu'au contraire, même si effectivement on a vu le PMI qui était un petit peu décevant dimanche, globalement, nous on voit plutôt actuellement en Asie des signaux plutôt positifs sur les indicateurs avancés. D'accord. Bon, à suivre donc. En tout cas, c'est vrai que c'était une réaction plutôt épidermique. On va regarder les autres facteurs de risque. On a notamment des risques toujours sur le pétrole avec ces tensions géopolitiques entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Ça pourrait du coup faire peut-être rebondir le pétrole là. Alors oui et non, c'est-à-dire que c'est vrai que dès lors qu'il y a un conflit, historiquement, on se dit s'il y a un conflit, ça va créer une prime de risque et donc ça va faire monter le pétrole. Sauf que là, si on regarde concrètement, on a un conflit entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui sont quelque part deux des plus gros producteurs de pétrole. En tout cas, l'Iran, même si c'est un petit peu ralenti, mais on voit que les sanctions devront être levées, peut redevenir un producteur important. Et même si on nous focalise beaucoup sur les tensions entre sunnites et chiites, je pense que derrière le problème, c'est que les Américains sont en train de se retirer du Moyen-Orient. Et la question est de savoir quel pays aura finalement le leadership demain sur la région. Et je pense qu'on est effectivement sur des tensions entre deux pays qui peuvent prétendre au leadership dans la région. Donc, il faut savoir également que l'Iran et l'Arabie Saoudite sont deux des principaux acteurs de l'OPEP. Or, s'il y a tension entre les deux, ça m'étonnerait qu'on arrive à trouver un accord au niveau de l'OPEP pour réduire la production. Donc, ce n'est pas si évident que ça que ces tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite conduisent à une remontée forte du baril. Même si, encore une fois, dans notre scénario pour 2016, nous pensons qu'à horizon fin 2016, le baril devra monter de 10-15 $ à peu près par rapport au niveau actuel. Rester bas quand même, mais plutôt vers les 40-50, c'est ça? Voilà, même 50-55. On voit, nous, dans nos perspectives à fin 2016. Alors l'année dernière, les marchés commençaient en fanfare. On avait des inquiétudes surtout sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, la crise grecque également, et puis toujours le ralentissement chinois. Cette année, quelles sont les sources d'inquiétude que l'on va avoir cette année? Alors bon, on va commencer par la première source d'inquiétude, effectivement, elle est quand même géopolitique par rapport au sujet que vous mentionnez juste auparavant, à savoir l'Arabie Saoudite, l'Iran. Il faut quand même veiller à ce que ça ne dérape pas, même si personne n'a intérêt à ce que ça dérape, mais il faudra surveiller ça de très près. Pour nous, le deuxième sujet d'inquiétude cette année concernera l'évolution de la parité chinoise, le yuan. On voit que ça a été un facteur déclencheur de la crise au mois d'août l'année dernière. Et on voit que depuis quelques semaines, le yuan est de nouveau à un niveau très bas et ça inquiète les marchés. Donc je pense que, et on n'avait pas l'habitude, les marchés n'avaient pas l'habitude de se poser la question de savoir de la devise, puisqu'on était payé au dollar, donc ce n'était pas un sujet. Donc ça, c'est une nouveauté dans les marchés pour 2016, de dire, voilà, quelle sera l'attitude des autorités chinoises sur le pilotage de leur devise. Deuxième risque. Le troisième risque, on revient un petit peu à des choses plus basiques, c'est les profits des sociétés américaines. Nous sommes assez inquiets sur la capacité des entreprises américaines à faire croître leurs profits. On voit que déjà depuis 2-3 ans, finalement, c'est souvent par le jeu des rachats d'actions qu'on a réussi à faire croître les bénéfices par action.
On voit que les entreprises Il va y avoir un américaines... essoufflement sur les marchés américains selon Oui, vous? parce qu'aujourd'hui, les cash flows générés par l'activité des sociétés ralentissent et ne permettent plus finalement de financer ces rachats d'actions. Or, comme on le voit aussi sur le marché du high yield aux États-Unis, les tensions sur la Alors là, c'est aussi parce augmentent. qu'il y a le pétrole. Alors, c'est certes en partie, peut-être principalement à cause de l'énergie, mais il y a une espèce de dispersion, enfin de transmission au reste des entreprises du high yield. Donc il faut être vigilant parce que des coûts de financement qui remontent, moins de free cash flow, moins de rachat d'actions, donc les leviers pour faire croître les profits vont être plus difficiles. Et encore une fois, sans croissance des profits, on peut difficilement être très optimiste sur les marchés actions américains. Donc, encore une fois, voilà, on surveille de très près les profits des sociétés américaines en ce début d'année. Alors, vous parliez des marchés américains. Ce soir, on a les minutes de la Fed. Et en 2015, ce sont surtout les banques centrales qui ont tiré les marchés vers le haut ou voire vers le bas. Ouais. On a eu notamment un exemple en fin d'année avec la BCE. Est-ce que vous pensez qu'en 2016 ce sera la même chose? Que là aujourd'hui, on a finalement un petit peu les dés sont un petit peu jetés, on sait ce qui va se passer. On avait, c'est vrai, cette incertitude concernant la Fed. Là maintenant, elle remonte ses taux. Il y a toujours des incertitudes. La BCE notamment, est-ce qu'elle va renforcer son QE? On a l'inflation de base qui a diminué. Quel est votre sentiment sur les politiques monétaires cette année? Je partage votre sentiment, à savoir que globalement, malgré tout, il y a eu, on va dire, une omniprésence des banques centrales sur les marchés depuis 5 ans. Ça devrait se poursuivre en 2016, mais peut-être dans une moindre proportion, parce que comme vous le disiez, aujourd'hui, les dés sont jetés. En tout cas, les tendances, on sait que maintenant, ça y est, la Fed a enclenché son mécanisme de remontée de taux d'intérêt. Et la BCE a quand même donné aussi des éléments en décembre assez clairs. Donc, j'ai envie de dire que globalement, le scénario est dressé. Pour autant, on pourrait encore avoir de la volatilité en 2016 parce que, pour moi, il y a deux raisons. Tout d'abord, côté de la Fed, le FOMC, aujourd'hui, nous dit il y aura prévoit dans son consensus des membres du FOMC, il y aura 4 hausses de taux. Le consensus de marché, lui, aujourd'hui, dit non, il y aura 2 hausses de taux. Donc, quelque part, cette dichotomie entre les attentes du marché et le consensus des membres de la Fed, fait qu'à un moment donné, il y en a un des deux qui va bouger. Et c'est souvent les banques centrales qui vont vers le marché. On verra. On verra. Nous pensons qu'en tout cas, le marché est peut-être un peu trop prudent sur le nombre de hausses. Et si à un moment donné, le marché doit se réajuster à la hausse sur ces anticipations de remontée de taux courts, ça peut créer de la nervosité sur les marchés. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, sur la BCE, je pense qu'effectivement, la tendance, malgré tout, elle est claire. Il n'est pas impossible que sur la seconde partie de 2016, si jamais on a des indicateurs économiques, notamment en zone euro, qui montrent peut-être un essoufflement, qu'elle rallonge une nouvelle fois son programme de rachat d'actifs. Vous êtes positif sur les marchés actions pour 2016? On a eu une année 2015 un peu flat, on va dire. J'ai malheureusement pour vous envie de dire que pour nous, 2016 devrait être un petit peu à l'image de 2015, parce qu'on voit, alors même si l'année démarre plus difficilement, mais j'ai envie de dire que finalement sur ce premier semestre, on voit encore pas mal d'éléments plutôt favorables au marché. Mais on voit pas mal de zones d'incertitude, de nuages s'amonceler autour du second semestre qui pourraient de nouveau... et puis il y a l'anticipation 2017 où il y aura aussi pas mal de questions qui vont se poser. Le bilan de la Fed, le ralentissement aussi un peu de la croissance, ou en tout cas la moindre accélération, le ralentissement du rythme de croissance en Europe et aux États-Unis. Donc on va dire que voilà, on voit bien une année en deux phases encore une fois, avec peut-être un début d'année un peu plus favorable, surtout qu'en Asie, comme je vous le disais, on voit des signaux peut-être plus positifs actuellement, qui pourraient se concrétiser dans les prochaines semaines, et puis un second semestre peut-être plus difficile. Et là donc, quelle allocation vous recommandez? Est-ce qu'il faut rester sur les actions européennes, comme beaucoup de gérants le préconisent aujourd'hui? Oui, pour deux raisons. La première, j'ai envie de dire, c'est presque par défaut, parce que les taux d'intérêt sont bas et pour nous devraient au mieux ne pas bouger, mais selon notre scénario central, plutôt légèrement remonter. Donc ça veut dire qu'en termes de performance, il n'y a rien à attendre de la classe d'actifs obligataires, sauf être très très sélectif. Alors que sur les actions, nous avons toujours, notamment en Europe, une dynamique bénéficiaire qui reste solide, et on le voit bien, il y a eu comme une amélioration de la profitabilité des entreprises en Europe qui est une bonne chose et qui devrait se poursuivre
en 2016, des valorisations qui ne sont pas du tout exagérées au regard des normes historiques, et puis un rendement du dividende qui reste tout à fait correct, parce qu'aujourd'hui, si on prend là les actions européennes, vous avez toujours 3,5 de rendement des actions. Il y a peu d'actifs qui vous génèrent un rendement aussi important actuellement dans le marché. Ouais. Et en termes de thématiques, pour terminer? Alors les thématiques vont rester, déjà, si on prend des thématiques géographiques, l'Europe, ce qui est assez consensuel, mais nous, on va également revenir sur l'Asie en 2016. C'est pas trop tôt? Non. Alors, on verra, mais j'ai envie de dire, tout le monde est très négatif sur cette zone aujourd'hui, sur les émergents globalement. Donc j'ai envie de dire, même si les choses ne se passent pas très bien, le risque de mauvaise surprise me semble aujourd'hui bien intégré. Et en tout cas, il y a peu de gens qui aujourd'hui parient sur cette zone-là. Donc peut-être que c'est un peu tôt en ce début d'année, mais je pense que c'est justement le moment, quand les marchés sont encore un peu fragiles, pour commencer à réinvestir sur l'Asie. Ensuite, donc, les actions européennes, on va quand même jouer plutôt des acteurs, des secteurs ou des thèmes plutôt domestiques. Parce que la croissance accélère encore en Europe, et donc c'est là qu'il faut aller chercher de la valeur. Merci beaucoup Stéphane Cadieux. Vous restez avec nous. On va parler maintenant d'un fonds que vous gérez. C'est tout de suite un gérant, 3 questions.